Il est 19h en temps universel et 20h à Libreville au Gabon. Bienvenue à la principale édition d'information du Canal 7, la chaîne panafricaine. Au sommaire de ce journal, les violences s'accentuent dans le nord-est du Nigeria depuis une semaine. Les autorités de la ville de Yola ont annoncé hier le bilan de l'attaque perpétrée dans le grand marché de la capitale de l'État d'Adamawa. 31 morts et 38 blessés après que 2 kamikazes aient enclenché des explosifs dissimulés dans leurs vêtements. Un acte non revendiqué, même si toutes les têtes se tournent en direction de Boko Haram. En politique au Gabon, l'Union nationale, principale formation de l'opposition de ce pays, a organisé un forum national ce samedi. L'objectif pour le parti du défunt André Baobam était la mise en place d'une feuille de route axée sur l'alternance politique dans le pays. À un peu plus d'un an de la prochaine élection présidentielle, l'UN s'organise donc pour inquiéter le régime en place lors du scrutin de 2016. Nous serons au Japon pour le fait insolite de ce journal. Dans le pays du soleil levant, un quart de la population masculine n'a pas encore connu de femme à l'âge de 40 ans. Des chiffres qui sont en constante progression depuis le début des années 2000. Plusieurs experts estiment que ce fait de société découle de 2 décennies de stagnation économique. Vers la fin de ce journal, Roland Jacou me rejoindra sur ce plateau pour parler de la Nollywood Week 2015, un événement organisé en France pour mettre en valeur l'une des plus grandes industries du film au monde. Voici à présent le développement de l'actualité de ce samedi 6 juin 2015. Une attaque non revendiquée a fait 31 morts et 38 blessés dans un marché de Yola, capitale de l'État d'Adamawa, au nord-est du Nigeria. Boko Haram est naturellement pointé du doigt, étant donné que la secte islamiste multiplie les raids depuis une semaine dans l'État voisin de Borno. 31 morts et 38 blessés. C'est le bilan de l'attaque perpétrée jeudi par 2 kamikazes harnachés d'explosifs au marché central de Jimeta, principal centre commercial de la ville de Yola, capitale de l'État d'Adamawa, au nord-est du Nigeria. Les chiffres ont été annoncés vendredi par Sahad Bello, haut responsable nigérian chargé des opérations d'urgence dans cette localité. Une attaque non revendiquée qui intervient au moment où les raids de la secte Boko Haram sont redevenus quasi quotidiens à Maïdougouri, capitale de l'État voisin de Borno. Les hommes d'Aboubacar Shekau sont donc les premiers suspects, ayant manifestement repris du poil de la bête depuis l'investiture vendredi dernier de Muhammadu Buhari comme un bras de fer au nouveau président du Nigeria, lequel a promis de déplacer le centre des opérations de la lutte contre Boko Haram d'Abuja, la capitale fédérale, à Maïdougouri. Ces islamistes qualifiés de gens fous par le nouvel homme fort du Nigeria semblent vouloir prouver à Muhammadu Buhari qu'il n'est pas le sauveur que décrivent les leaders politiques et la presse depuis la campagne pour la présidentielle dont il est sorti victorieux de Goodluck Jonathan. L'État d'Adamawa s'estimait débarrassé de toute présence d'insurgés. Mais ce nouveau raid démontre aux populations et aux autorités locales et fédérales que ce territoire est encore loin d'être tiré d'affaire. La lutte contre Boko Haram préoccupe au plus haut point le président Muhammadu Buhari qui s'est rendu au Niger et au Tchad pour s'entendre avec ses homologues sur de nouvelles stratégies pour anéantir la bande à Aboubacar Shekau. La prise de fonction par un militaire nigérian de la force multinationale basée au Tchad il y a quelques jours témoigne de la fermeté du général Muhammadu Buhari. Une information en bref et en image pour la suite de ce Télé 20h. Le Togo a un nouveau Premier ministre en la personne de Selom Klassou. Une désignation faite par décret présidentiel, un décret publié hier. Monsieur Klassou n'est pas un inconnu du paysage politique togolais. Docteur en hydroclimatologie appliquée de l'environnement, Selom Klassou est membre du gouvernement depuis 2000. Il a notamment été ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, mais aussi ministre des Enseignements primaires et secondaires. Avant sa nomination comme chef du gouvernement, ce membre influent du parti au pouvoir était vice-président de l'Assemblée nationale. Selom Klassou succède à Kwesi Seleagodji Aoumé Zounou. Politique au Rwanda, la diplomatie américaine s'oppose à un éventuel 3e mandat du chef de l'État Paul Kagame, soupçonné de vouloir modifier la constitution pour se présenter à l'élection présidentielle de 2017. La situation est similaire dans plusieurs pays de la région des Grands Lacs, mais quelque peu différente au pays des Mille Collines. Les États-Unis d'Amérique, par la voix d'un de leurs diplomates, se sont opposés vendredi à la possibilité d'un 3e mandat de Paul Kagame, le président de la République rwandaise. Une sortie qui témoigne de la dégradation des relations entre Kigali et Washington, débutée en 2012, mais surtout de la position des États-Unis sur une limite constitutionnelle à 2 mandats présidentiels. Paul Kagame est devenu président du Rwanda par la voie des urnes en 2003 et a rempilé en 2010. En 2017, il sera donc au terme de son 2e mandat et ne devrait pas briguer un de plus selon la constitution adoptée en 2003.
pouvoir. Si le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé au sujet de sa participation à ce scrutin à venir, plusieurs signaux confortent l'idée d'une volonté de Paul Kagame de se maintenir au pouvoir au-delà de 2017. Les députés rwandais sont en ce moment en conclave jusqu'au début du mois d'août prochain pour débattre au sujet de la révision constitutionnelle qui permettrait à Paul Kagame de rester aux affaires. Les débats autour d'un troisième mandat du président sont visiblement le sujet dans plusieurs pays de la région des Grands Lacs. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est personnellement opposé à un mandat supplémentaire du Burundais Pierre Nkurunziza et s'active à mettre un terme aux velléités hégémoniques de Joseph Kabila, l'homme fort de la République démocratique du Congo. Après l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame le 17 avril 2000, les progrès du pays en matière de développement sont salués par la communauté internationale et le peuple rwandais les attribue tous au chef de l'État qu'il semble adorer. Les contre-pouvoirs sont également presque invisibles dans la scène politique et la contestation y est donc pratiquement inexistante. 2 millions de Rwandais favorables à la révision constitutionnelle ont déjà signé une pétition. Les parlementaires qui étudient cette requête affirment que le chef de l'État n'est pas mêlé à leur démarche. Le restant politique au Gabon, l'Union nationale a organisé ce samedi à Libreville un forum citoyen. L'objectif principal visé par cette rencontre était de mettre en place une feuille de route axée sur l'alternance qui permettra à ce parti de l'opposition d'affronter l'élection présidentielle de 2016. Marielle Biogou était sur place. L'Union nationale, un parti de l'opposition gabonaise, a organisé un forum citoyen ce samedi à Libreville. Le Front de l'opposition pour l'alternance, l'Alliance pour le changement et la restauration et d'autres formations de ce bord politique ont effectué le déplacement du premier arrondissement. Cette rencontre a été l'occasion pour les leaders de l'opposition et leurs adhérents de discuter de la mise en place d'une feuille de route pour l'alternance en vue de la prochaine élection présidentielle. 1. De la nécessité de l'alternance. 2. Des mécanismes et outils pour l'alternance. 3. De la responsabilité citoyenne dans la quête de l'alternance. Et 4. De la prochaine élection présidentielle. Le responsable de la première communication, Paul-Marie Ngonjou, a néanmoins relevé les facteurs de blocage de l'alternance au Gabon. Pour le membre du Bureau national de l'Ain, les responsabilités sont partagées. Une constitution qui ne favorisait pas l'alternance démocratique, déjà avec des institutions qui étaient totalement redevables au chef de l'État. L'opposition est responsable en partie de cette absence d'alternance. Parce que l'opposition, par les comportements souvent du moins opposés aux vœux du peuple, n'est-ce pas, a créé du moins des conditions, on va dire, de relations incestueuses avec le pouvoir. Les participants à ces assises n'ont pas manqué de faire part de leurs attentes, d'autant que pour les responsables politiques, il était nécessaire de faire participer la base à l'élaboration de la dite feuille de route. Je veux tout certainement, plus précisément, avoir un candidat unique de l'opposition qui doit faire et qui peut faire l'affaire. À la proposition de la présentation d'un candidat unique de l'opposition, les participants ont émis le souhait de la mise en place d'un secrétariat permanent qui permettra de fédérer l'ensemble des forces en présence de l'opposition gabonaise. Toujours au Gabon, mais si nous parlons cette fois-ci d'un sujet en rapport avec l'éducation, la junior entreprise de la BGFI Business School of Management de Libreville a organisé sa journée des métiers. Plusieurs acteurs économiques qui ont expliqué le contenu de leurs activités, comme Olam Gabon, dont le directeur général a profité pour donner des conseils aux participants. Reportage. Ce samedi à Libreville, dans les locaux de la BGFI Business School of Management, s'est tenue la deuxième édition de la journée des métiers de cet établissement d'enseignement supérieur, placé sous le thème « Système d'information, fonction support au sein de toutes les entreprises ». Une initiative annuelle de la E-Carré, la junior entreprise de la BBS qui se veut, selon les organisateurs et la direction, une plateforme d'échange sur le rapprochement entre l'école et l'entreprise. Prenant la parole dans la salle Obama pleine comme un œuf, le professeur Octave Jokung, directeur général de l'établissement, conscient que le monde est à l'ère du numérique, a milité pour une insertion durable de ses étudiants dans le monde du travail en prenant en compte l'utilisation des nouvelles technologies. Malgré les points en commun qu'ils ont avec les anciennes, eh bien, nous savons qu'avec les générations type Y, eh bien, nous devons mettre l'accent sur le digital. Après la diffusion d'un film qui retraçait le parcours de la E-Carré, le président de cette junior entreprise a fait part de la volonté qui anime ses camarades et lui de faire de la BBS l'une des meilleures écoles de management sur le continent africain. Inès Gwanda en a également profité pour décliner la triple vision de la E-Carré, une organisation qui n'a que 2 ans d'existence. Primo,
faire connaître aux différents étudiants les différents métiers qui composent et qui ponctuent au quotidien les entreprises. Deuxième objectif, deuxième visée, donner une parfaite connaissance, sinon une meilleure information par rapport au profit des métiers qui sont retrouvés dans les entreprises. In fine, troisième visée, être une interface entre les entreprises à la recherche des talents et nous les talents à la recherche d'emploi. L'événement a été rehaussé par la présence de Gagan Gupta, le directeur général de l'AM Gabon. L'homme d'affaires a longuement échangé avec l'assistance, expliquant les domaines de compétences de son entreprise. Gagan Gupta a surtout, avec une grosse pointe d'humour, donné au public présent des conseils simples pour accomplir leurs rêves et connaître le succès dans leurs diverses entreprises. Des conseils visiblement appréciés par les participants à cette journée des métiers, dont la 3e édition est prévue pour l'année prochaine. Ce samedi, la nature était également à l'honneur au Gabon avec la fin à Libreville des activités de la Semaine nationale de l'environnement, le défilé carnaval et une exposition sur la protection de l'environnement marquée cette dernière journée. Marie-Angèle Ngono a assisté à l'événement. La Semaine nationale de l'environnement s'est achevée samedi à Libreville, capitale gabonaise. Le défilé carnaval sur le thème « La lutte contre le réchauffement climatique » initié par l'agence de communication B2B à l'intention des enfants des établissements scolaires a été l'une des activités de cette dernière journée. Ainsi, le directeur général adjoint de l'environnement, Ange Simplice Boukinda, a-t-il saisi l'occasion pour dresser le bilan de cette semaine d'activité. Nous avions eu une mobilisation de l'ensemble des tous ceux qui ont pu promouvoir effectivement ce processus, mais également la participation du public tant au niveau de notre ministère qu'au niveau du public extérieur. Nous avons eu un certain nombre de conférences débats qui ont permis à un certain nombre de partenaires, à un certain nombre de personnes de comprendre effectivement les questions et les enjeux de l'environnement, soit effectivement dans les questions liées au changement climatique ou soit véritablement aux questions liées à la biodiversité en tant que telle. Sur une distance d'environ 1 kilomètre, les enfants ont marché, scandant des messages sur la protection et la préservation de l'environnement. Selon Ange Simplice Boukinda, la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature considère le défilé carnaval comme un élément patrimoine culturel, environnemental et récréatif. Il a salué l'implication des enfants qui, pour lui, sont des ambassadeurs. Les enfants, c'est l'avenir de demain. C'est par eux que passe effectivement le respect, bien entendu, de l'environnement, mais surtout le respect, bien entendu, aussi de la question liée au développement durable. Parce que vous savez que les enfants, dans le fait qu'ils soient informés, sensibilisés et éduqués, vont pouvoir, en grandissant, avoir les bons gestes qui leur permettra d'être des consommateurs nettement peut-être meilleurs que nous, mais des consommateurs qui pourront préserver les acquis qu'ils ont aujourd'hui afin qu'ils les transmettent demain aux générations également futures. Les stands d'exposition et la séance de sensibilisation organisée par l'association Eau Claire à l'école Martine au Labo ont également marqué cette journée. Nous restons en environnement, mais hors du continent africain. Un ancien diplomate devenu apôtre de la protection de l'environnement aux Philippines, terrifié par l'impact dévastateur du typhon Haiyan sur son pays en 2013, Yeb Sano a lancé une initiative internationale pour sensibiliser l'opinion dénommée le pèlerinage du peuple. Suivons ce reportage de nos confrères de l'agence France Presse. C'est un pèlerinage pour sauver le monde. Yeb Sano a récemment démissionné de son poste d'envoyé spécial des Philippines pour le climat et depuis, il marche. Une série de randonnées qui finira par un trek de 60 jours jusqu'au sommet des Nations Unies à Paris en décembre prochain. C'est là que sera négocié un nouveau traité sur le réchauffement climatique. Nous allons connecter le monde entier et envoyer un message fort aux leaders internationaux pour leur dire que nous sommes nombreux et que c'est important pour nous que les gouvernements et les industries du monde trouvent une solution à la crise climatique. Les Philippines sont en première ligne de cette crise. En 2013, le typhon Haiyan avait dévasté le pays avec les vents les plus violents jamais enregistrés, faisant plus de 7300 morts. Yeb tire la sonnette d'alarme. Pour lui, le lien est évident entre changement climatique et augmentation du nombre de catastrophes naturelles. Les scientifiques sont de plus en plus formels. Le changement climatique engendrera des tempêtes plus intenses
Et ces tempêtes seront sans précédent en termes d'intensité, mais aussi de magnitude et de risques auxquels les gens feront face. Prochaine étape pour Yeb, des zones sensibles comme l'île du Vanuatu récemment dévastée par un cyclone ou encore la grande barrière de corail en Australie. L'initiative a déjà inspiré d'autres marches similaires ailleurs dans le monde. L'objectif final, réussir à réunir des dizaines de milliers de personnes à Paris pour le sommet de l'ONU sur le climat. De retour au Gabon pour le chapitre culturel de ce journal, la projection en avant-première des 5 premiers épisodes de la nouvelle série Étoile assombrie de Patrick Bouémé a eu lieu hier dans les locaux de la télévision nationale. Plusieurs médias et opérateurs économiques étaient présents pour être les témoins de ce qui s'annonce déjà comme un succès de plus pour le réalisateur. Roland Djakou nous en parle. L'avant-première des 5 premiers épisodes de la nouvelle série télévisée du réalisateur gabonais Patrick Bouémé s'est faite vendredi en présence de la presse nationale et plusieurs opérateurs économiques. Étoile assombrie, qui compte jusqu'ici 10 épisodes sur 52 prévus, donne une vraie leçon de morale sur nos réalités africaines, plus précisément dans la société gabonaise. La dernière chose, la moralité, c'est, vous avez compris, la différence des enfants. Ça entraîne trop de choses. Beaucoup de mamans, de papas font la différence entre leurs enfants. C'est vrai, il y a des préférences. Il y a des enfants respectueux, des turbulents dans nos familles. Mais la maman ou le père ne doit pas montrer cette différence. C'est ça qui entraîne souvent la sorcellerie, pour parler français de chez nous. Avant la diffusion des épisodes de la série, l'assistance a eu droit à 2 prestations des artistes issus de l'écurie du réalisateur-producteur. L'hôte de la soirée a ensuite pris le soin de présenter de manière générale ce qui s'annonce déjà comme une autre réussite de plus pour lui, sans oublier de solliciter le soutien de tous ceux qui peuvent permettre la réalisation des 42 autres épisodes restants. Ce qui n'a pas laissé insensibles les invités de la cérémonie. Et de deux, en ce qui concerne Gabon Télévision, je traduirai, comme l'a dit mon confrère, je ferai ce qu'on appelle, dans notre jargon, une fiche technique pour présenter. Si le directeur général n'avait pas une bonne image de vous et surtout une bonne lecture de ce que vous faites, il ne m'aurait pas envoyé. Dans une bonne ambiance, les 5 épisodes ont été appréciés des cinéphiles. Nous avons beaucoup apprécié cette série et je tiens à féliciter M. Patrick Bouémé, ainsi que tous les acteurs et actrices qui ont vraiment bien presté tout au long des épisodes que nous avons pu suivre. J'adresse mes félicitations à tous les acteurs comédiens qui sont là. Bravo à vous, faites le plus. En attendant la diffusion de cette série qui racontait l'histoire d'une ravissante et studieuse jeune fille qui rencontre des difficultés sur le plan sentimental, familial et professionnel, toute l'équipe de Expression 7 continue de travailler pour parachever la série. Après avoir séduit l'Europe et dernièrement les États-Unis, l'interprète rwandais des tubes planétaires Papa Oute, Formidable et tous les mêmes Paul Van Haver, dit Stromae, est à Libreville. À l'occasion de sa tournée Racine Carré Tour en Afrique subsaharienne, l'artiste promet un spectacle d'envergure. Roland Djakou. Après Dakar, Praia, Douala et Abidjan, Stromae fait une escale à Libreville ce samedi 6 juin pour un concert unique et exceptionnel au Stade de l'Amitié. Le fils du Rwanda, arrivé dans la capitale gabonaise il y a quelques jours avec son équipe, a trouvé l'accueil à la hauteur de la star qu'il est. Je suis super heureux de déjà la façon dont on a été accueillis et puis vraiment de la peau ça m'a tué, mais en tout cas tout laisse présager que le concert se passera très très bien. Donc je suis un petit peu stressé, mais j'espère que tout se passera bien samedi. Avec sa voix, son style, Stromae est sans doute l'artiste incontournable de ces dernières années. Devant les hommes des médias réunis hier lors de la conférence de presse organisée par la structure Maïna Production, l'artiste et son équipe n'ont pas manqué de répondre à toutes les questions posées par l'assistance. L'artiste qui a séduit l'Europe et dernièrement les États-Unis s'est dit être fier d'être sur la terre de ses ancêtres. Après un sondage sur les réseaux sociaux, la structure Maïna Production a décidé d'offrir au public gabonais un spectacle de l'interprète rwandais de Papa Oute, Paul Van Haver, dit Stromae, qui avait annoncé une tournée de mois en Afrique subsaharienne. Sécurité, transport, logistique, communication et bien plus encore, tout est fin prêt pour un concert d'envergure au Stade de l'Amitié sino-gabonaise d'Angondje. Les portes seront ouvertes au stade à partir de 17h30. Le spectacle devrait démarrer optimalement vers 21h. La fin du spectacle pour 23h. Les bus, la rotation, la sécurité, tout est garanti.
Je vous demande juste, s'il vous plaît, de relayer l'information, c'est important pour nous. Merci en tout cas d'être venu, c'est très gentil de votre part. Les bus mis à la disposition du public démarreront à 17h30 dans plusieurs lieux de ramassage, notamment Carrefour Signé au Vendo, rond-point d'Awenje, échangeur Nzengayon, rond-point de la démocratie, Carrefour Charbonnage, lycée national Léomba, affaires étrangères, prix import au Cala. Un dispositif dont seule Maïna Production sait le faire. Vous l'avez donc compris, l'artiste Stromae est actuellement au Gabon. Il se produira dans moins d'une heure sur l'esplanade du Stade de l'Amitié sino-gabonaise situé dans le nord de Libreville. Comme annoncé en titre au Japon, être toujours puceau à 40 ans, excusez-moi, est loin d'être un fait insolite puisqu'un quart de la population n'aurait pas connu la fameuse première fois. Un fait de société que les concernés et les experts tentent d'expliquer dans ce reportage de nos confrères de l'agence France Presse. Du bout de son crayon, il découvre enfin le corps d'une femme. À 41 ans, Takashi Sakai n'avait jamais été aussi près d'une japonaise en tenue d'Ève. 40 ans toujours puceau, ce n'est pas qu'un titre de film potache, mais bien une réalité au Japon. Quand vous êtes jeune, vous avez peur d'être rejeté. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de personnes, encore maintenant, qui prétendent n'avoir aucun intérêt dans le sexe plutôt que de risquer un échec total. D'après une étude de 2010, un quart des trentenaires japonais seraient toujours vierges. Une tendance qui augmente au fil des années et que les experts expliquent en partie par 20 ans de stagnation de l'économie japonaise. Ces 2 dernières décennies, la situation des hommes japonais a été très dure et compétitive. Une émasculation économique en quelque sorte, alors qu'en parallèle, les mariages arrangés disparaissent de la société japonaise et avec eux un dépucelage assuré. Les images à connotation sexuelle sont partout au Japon. Pourtant, le sexe n'est pas pris au sérieux pour le créateur de cette Virgin Academy, où ces hommes vierges se familiarisent avec la nudité. Dans le Japon d'aujourd'hui, il n'y a aucun endroit pour apprendre le sexe. Comment construire une relation romantique ou se marier. Ce ne sont probablement pas les japonaises qui feront le premier pas. Comme les hommes, un quart d'entre elles étaient toujours vierges à 30 ans selon l'étude de 2010. C'est tout de même mieux qu'en 1992 où près d'1 sur 2 n'avait pas encore connu les joies de l'amour. Dans le cadre de la rubrique 7 en plus de ce journal, Roland Jacou est déjà avec moi sur ce plateau pour parler de la Nollywood Week 2015. La 3e édition du Festival du cinéma nigérian a débuté jeudi et s'achève ce dimanche à Paris en France. Nous parlerons pendant quelques minutes des contours de l'une des plus grandes puissances cinématographiques du monde. Retrouvons-nous derrière cette courte transition. Depuis jeudi jusqu'à demain, au cinéma L'Arlequin à Paris en France, se tient la 3e édition du festival Nollywood. La Nollywood Week permet de découvrir ou de redécouvrir le cinéma nigérian, un événement qui est devenu le rendez-vous des amateurs d'une industrie cinématographique qui évolue au fil du temps. L'élément porte la signature de Roland Jacou. Selon les chiffres annoncés en 2014 par les autorités nigérianes, Nollywood, l'industrie du film de ce géant économique africain, pèserait plus de 5 milliards de dollars, soit environ 250 milliards de francs CFA. Ce montant serait supérieur si l'on prenait en compte les chiffres liés à la piraterie qui gangrène le 7e art du pays. Le festival Nollywood Week, dont la 3e édition se tient du 4 au 7 juin prochain à Paris, est un témoin majeur et un sérieux accompagnateur de l'évolution de l'industrie cinématographique nigériane. La chaîne Nollywood TV a permis au public du continent africain et autres de changer la perception qu'ils avaient jusque-là des films venus du Nigeria. Aujourd'hui, non seulement Nollywood est reprise par de nombreux opérateurs en France, mais elle vient aussi d'être rachetée par le groupe Canal+ via sa filiale Canal Overseas. Pendant 4 jours, le public français et autres africains de la diaspora pourront découvrir une dizaine de projections de films tirés sur le volet des performances musicales, des séminaires et ateliers de la remise du prix du public du cinéma de la première puissance économique africaine. Nollywood est le nom donné à l'industrie cinématographique du Nigeria. C'est en grosso modo une production de 1000 films par an en moyenne, ce qui représente un peu moins de films que Bollywood en Inde, mais plus que Hollywood aux États-Unis. Nollywood est donc le 2e producteur des films au monde. Datant de 1992, elle est une industrie très jeune qui utilise des méthodes de production et des financements innovantes. L'industrie a aujourd'hui atteint l'âge de la maturité et des studios de production de tailles importantes et autres sociétés de production ont fait leur apparition dans ce paysage médiatique, ce qui n'a pas toujours été le cas.
En moyenne de production, un film prend entre 7 à 10 jours et le budget se situe entre 7 000 et 12 000 euros, environ 7 800 000 francs CFA. À titre de comparaison, un film d'Hollywood coûte en moyenne 60 millions d'euros pour une durée de production d'1 an. Bien que le résultat des premières productions n'était pas d'une grande qualité technique, l'originalité des histoires racontées a tout de suite fait de Nollywood un succès de grande ampleur. Le festival qui se tient cette année au cinéma d'Arlequin est devenu le rendez-vous des amateurs d'une industrie cinématographique qui évolue au fil du temps. Roland Jacou, bonsoir. Bonsoir Uriel. Depuis jeudi, on célèbre à l'Arlequin à Paris le 7e art nigérian, c'est-à-dire le cinéma de ce pays-là. Ouais. Le cinéma nigérian qui est de plus en plus prisé par les téléspectateurs, par les cinéphiles. Quand est-ce que le monde a entendu parler, a commencé à parler du cinéma nigérian ? Alors, le monde entier a commencé à parler du cinéma nigérien, c'était en 1990, parce que c'est la période où il a commencé à avoir des premiers films nigérians, même si la qualité n'était pas aussi bonne que celle que nous avons aujourd'hui à travers ces films-là. Parce qu'à l'époque, des premiers réalisateurs, des premières personnes qui avaient pensé justement cet esprit Nollywood cinématographique du côté du Nigeria, c'était justement de mettre en place un système, parce que la musique avait déjà une place importante dans l'économie en ce qui concerne l'économie nigériane. Aujourd'hui, il fallait bon qu'on puisse penser à autre chose, notamment dans le secteur de l'art, pour pouvoir booster encore davantage le secteur de l'économie. Alors, les premiers réalisateurs sont tombés dans le monde du cinéma, ont réalisé les premiers films avec des caméscopes qui, à travers leurs histoires qu'ils racontaient... C'était pas des films professionnels? Non, c'était pas des films professionnels. Professionnels dans un sens où, quand on parle de la concurrence aujourd'hui, on voit Nollywood, on voit Bollywood, mais à cette époque, c'était vraiment des films amateurs, mais qui a attiré l'attention de certains cinéphiles, d'abord du côté du Nigeria et ensuite sur le continent africain, de par leurs histoires qu'ils racontaient, parce que ça faisait partie des réalités africaines. Donc à travers ces histoires-là, dans les années 90, on a commencé à parler du cinéma nigérien. Roland Jacou, à cette troisième édition de Nollywood, la Nollywood Week 2015 à Paris, qui se tient actuellement à Paris, on ne cesse d'entendre parler du concept New Nollywood. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que c'est le New Nollywood? Alors, vous voyez de 1990 à 2015, c'est un cap qui a été, c'est un cap que le cinéma nigérien a marqué. Donc, de cette période à maintenant, il y a eu une multitude d'évolutions, notamment des réalisateurs qui prenaient juste le soin d'écrire des synopsis ou encore des scripts à travers juste un bout de papier et puis poser des acteurs pour pouvoir tourner, ont compris que c'était vraiment important qu'ils puissent devenir des professionnels pour pouvoir avoir des rentabilités financières beaucoup plus considérables. Alors, ces réalisateurs vont en Europe se former, reviennent au pays, et les acteurs aussi, au fur et à mesure qu'ils pratiquent cet art-là, évoluent dans leur manière de faire, dans leur manière de jouer de la comédie, dans leur manière d'interpréter les scripts qui leur en sont donnés. Alors, le New Nollywood est justement la nouvelle version du cinéma nigérian, cette version beaucoup plus professionnelle, cette version qui aujourd'hui peut se frotter au fait des réalités, voilà, peut aussi se concurrencer à d'autres grosses productions, notamment comme Bollywood ou Nollywood. L'un des plus gros problèmes de l'art en Afrique, Roland Jacou, vous en conviendrez avec moi, reste le fait que les artistes, c'est-à-dire quelle que soit leur branche, que ce soit des peintres, que ce soit des musiciens, que ce soit des acteurs, se plaignent toujours qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur art. Mais aujourd'hui, nous voyons des acteurs de Nollywood qui s'affichent dans les écrans de télévision. Je pense à Tonto Dike, je pense à Majid Michael, je pense à Yvonne Nelson, je pense à Desmond Elliott et j'en passe. Ouais. Ces artistes-là, ces acteurs, ces comédiens nigérians, ces comédiens ghanéens, ont-ils les moyens de subvenir à leurs besoins? Vivent-ils de leur art? Ils vivent vraiment de leur art, ils vivent à 100% de leur art, parce que comme je l'ai dit tantôt, on a professionnalisé le 7e art nigérian, on a boosté le 7e art nigérian, l'État s'est impliqué, il y a des opérateurs économiques qui se sont impliqués, notamment on parle aujourd'hui de l'achat de ce Nollywood-là par le groupe Canal à travers Canal Overseas. Donc il y a plusieurs opérateurs économiques qui se sont investis en ce qui concerne le 7e art nigérian, donc ce qui fait en sorte que les acteurs ou encore des comédiens qui sont à travers qui sont dans ces films-là vivent pleinement de leur art, parce que à l'époque on faisait des films, ces personnes faisaient des films dans les années 90 juste pour vendre énormément de CD, mais aujourd'hui ils ont pris conscience qu'il fallait avoir des scripts beaucoup plus beaucoup plus professionnels et vendre aussi des disques, d'accord, mais occuper une place beaucoup plus importante en ce qui concerne la production du cinéma mondial. C'est pourquoi le cinéma Nollywood occupe la 2e place en ce qui concerne la production mondiale. Roland Jacou, merci d'être venu sur
ce plateau pour parler de Nollywood, qui est au passage l'une des plus grandes industries cinématographiques au monde. Ce journal est à présent terminé, mais avant le rappel de ses principaux titres, les violences s'accentuent dans le nord-est du Nigeria depuis une semaine. Les autorités de la ville de Yola ont annoncé hier le bilan de l'attaque perpétrée dans le grand marché de la capitale de l'État d'Adamawa. 31 morts et 38 blessés après que 2 kamikazes aient enclenché des explosifs dissimulés dans leurs vêtements. Un acte non revendiqué, même si toutes les têtes se tournent en direction de Boko Haram. Politique au Gabon, l'Union nationale, principale formation de l'opposition de ce pays, a organisé un forum national ce samedi. L'objectif pour le parti du défunt André Mbaba était la mise en place d'une feuille de route axée sur l'alternance politique au Gabon. À un peu plus d'un an de la prochaine élection présidentielle, l'UN s'organise donc pour inquiéter le régime en place lors du scrutin de 2016. Le fait insolite de ce journal nous a conduit au Japon, le pays du soleil levant, où un quart de la population masculine n'a pas encore connu de femme à l'âge de 40 ans. Des chiffres qui sont en constante progression depuis le début des années 2000. Plusieurs experts estiment que ce fait de société découle de 2 décennies de stagnation économique. Ce journal est à présent terminé. La rédaction et toute l'équipe technique vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 7, la chaîne panafricaine.